Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un document qui dessine une vision du monde pour le moins radicale. C'est la stratégie de sécurité nationale des États-Unis, datée de novembre 2025. C'est une sorte de feuille de route pour un éventuel second mandat du président Trump. Et notre mission, ça va être de répondre à une question assez centrale. Est-ce que ce texte dessine une forteresse amérique qui s'isole du monde ou au contraire une nouvelle forme de domination plus directe, peut-être plus transactionnelle? Oui, c'est exactement la bonne question. Parce que ce n'est pas une simple mise à jour de politique, c'est une refonte idéologique, vraiment. Le document s'ouvre d'ailleurs sur un diagnostic très dur, sans concession, des stratégies qui ont suivi la guerre froide. Il les qualifie de liste de souhaits, un peu idéaliste, qui, selon les auteurs, ont noyé l'Amérique sous des fardeaux mondiaux, tout en vidant sa base industrielle. Le point de départ est donc un sentiment d'échec, en fait. D'accord, donc une rupture nette avec le passé. Le document est structuré autour de trois questions, assez simples. Que veut l'Amérique? De quels moyens dispose-t-elle? Et comment lier les deux? C'est le plan qu'on va suivre. Alors commençons par le début. Que veut cette Amérique? Alors la liste des désirs, comme ils disent, est audacieuse. Ça va bien au-delà de la politique étrangère classique. Le premier plan, c'est la survie de la République, bien sûr. Mais très vite, ça devient très concret. On parle du contrôle total de nos frontières, de l'immigration, des réseaux de transport. L'objectif affiché, c'est un monde où les nations souveraines arrêtent, plutôt que de facilitent, les flux de population déstabilisateurs. Ce qui est déjà un message très très direct envoyé aux voisins de l'Amérique et à l'Europe aussi, j'imagine. Et sur le plan militaire, l'ambition est tout aussi décomplexée. Absolument. L'objectif, c'est de posséder l'armée la plus puissante, la plus létale et la plus avancée technologiquement au monde. Ça passe par une dissuasion nucléaire qui serait entièrement modernisée et ça c'est un point clé, un bouclier antimissile complet pour le territoire américain. Un projet surnommé le Golden Dome, le dôme doré. Le dôme doré. L'idée, c'est de rendre le sol américain invulnérable, quoi. Et ça change fondamentalement la donne stratégique. Oui. Et là où on sort complètement du cadre habituel, c'est quand on lit l'objectif de restaurer et revigorer la santé spirituelle et culturelle de l'Amérique, avec une mention spécifique aux familles traditionnelles fortes qui élèvent des enfants en bonne santé. Là, on se dit que la politique étrangère est vue comme un outil au service d'un agenda culturel très précis. C'est peut-être ça la rupture la plus profonde. C'est fascinant parce que le document relie explicitement cette force intérieure à la stratégie extérieure. Pour atteindre cette prospérité, cette sécurité, ils définissent 5 intérêts vitaux à l'étranger. Le premier, et c'est la priorité absolue, c'est un hémisphère occidental stable, sans aucune ingérence étrangère hostile. Et c'est là qu'on trouve cette expression, la corollaire Trump à la doctrine Monroe. Utiliser ce terme doctrine Monroe, c'est déjà un signal très fort. On rappelle que c'est cette politique du 19e siècle qui voyait les Amériques comme une sorte de chasse gardée des États-Unis. Ajouter un corollaire Trump, ça suggère une version encore plus musclée de cette idée. Exactement, le message c'est ce continent est à nous et les autres puissances n'ont rien à y faire. Le deuxième, intérêt vital, c'est un Indo-Pacifique libre et ouvert, pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement. Le troisième, et là le langage est très choisi, c'est une Europe qui retrouve sa confiance civilisationnelle en soi et son identité occidentale. On y reviendra parce que c'est spectaculaire. On sent déjà le changement de ton, oui. Et pour le reste du monde, quatrièmement, empêcher une puissance hostile de dominer le Moyen-Orient, mais, et c'est la grande nouveauté, sans s'enferrer dans des guerres sans fin. Et enfin, le cinquième intérêt, c'est de garantir la suprématie technologique américaine, surtout en IA et en informatique quantique. C'est une liste très claire qui dit en gros « Notre puissance extérieure dépend de notre cohésion intérieure ». D'accord, la vision est posée, elle est ambitieuse et très très centrée sur elle-même. Maintenant, comment est-ce que le document propose de l'atteindre? Quels sont les principes d'action? Le principe directeur est résumé par le slogan qu'on connaît, l'Amérique d'abord. La politique étrangère qui en découle est décrite comme pragmatique, réaliste. Et un principe central, c'est la paix par la force. Le document met énormément en avant le bilan du premier mandat de Trump et des premiers mois d'un second mandat hypothétique en le qualifiant de président de la paix. Il cite une liste d'accords de paix qui auraient été négociés en seulement 8 mois. Et cette liste est pour le moins surprenante. On y trouve des accords entre le Cambodge et la Thaïlande, Kosovo-Serbie, RDC au Rwanda,
Bon, c'est déjà notable, mais ce qui fait vraiment sourciller, c'est la mention d'accords entre l'Inde et le Pakistan, et même entre Israël et l'Iran. Oui, et la liste continue, Égypte, Éthiopie, Arménie, Azerbaïdjan, et la fin de la guerre à Gaza. Attendez, un accord de paix entre Israël et l'Iran. Ça, c'est une affirmation, pour le moins audacieuse. Est-ce que le document explique la logique derrière un revirement aussi spectaculaire? Est-ce que cette paix par la force, ça veut dire que les États-Unis imposeraient des accords plutôt qu'ils ne les négocieraient? C'est exactement ça. En fait, la diplomatie devient une extension de la coercition. L'idée sous-jacente, c'est pas de réunir les gens autour d'une table pour discuter. Non. C'est que la puissance américaine, crainte et respectée, devient un levier si fort qu'elle peut forcer les acteurs à accepter des accords qu'ils n'auraient jamais envisagés. C'est très transactionnel, tu vois. Voici l'accord, vous signez, et en échange, vous évitez des conséquences bien pires. C'est une redéfinition complète de ce qu'est la diplomatie. Un autre principe qui semble un peu en contradiction, c'est la prédisposition à la non-intervention. Le seuil pour une intervention militaire est placé très très haut. Comment on peut concilier cette non-intervention avec l'idée d'imposer la paix par la force? C'est une excellente question. La doctrine semble être on n'intervient pas militairement pour faire du nation building ou pour changer des régimes, mais on utilise toute notre puissance, économique, diplomatique, et la menace crédible de notre force militaire pour obtenir des résultats précis et rapides qui servent nos intérêts. C'est lié à un autre principe, la primauté des nations face aux organisations transnationales qui sont vues comme des entraves. Ce qui nous amène logiquement au partage du fardeau, j'imagine. Si c'est chacun pour soi, il faut que les alliés payent. C'est le principe de justice ou d'équité. Et là, le document est brutal. Il ne s'agit plus de demander gentiment aux alliés d'atteindre 2% de leur PIB en dépenses de défense. Il mentionne un engagement de la haie qui engagerait les pays de l'OTAN à consacrer 5% de leur PIB à la défense. 5%, c'est plus du double de l'objectif actuel, que beaucoup de pays ont déjà du mal à atteindre. Le document présente ça comme un objectif réaliste ou est-ce que c'est une façon de dire que l'OTAN, dans sa forme actuelle, est terminée? Le texte ne le dit pas aussi crûment, mais c'est implication évidente. Passer de 2 à 5% du PIB, pour la défense, c'est pas juste un chiffre. Pour un pays comme l'Allemagne, par exemple, ça représenterait des dizaines et des dizaines de milliards d'euros en plus chaque année. C'est l'équivalent de tout leur budget de l'éducation. Ça forcerait des choix de société absolument drastiques. Donc c'est moins une proposition qu'un ultimatum. Soit vous devenez de vraies puissances militaires, soit vous pouvez plus compter sur nous. C'est un séisme géopolitique. Et après ces principes, quelles sont les priorités d'action concrètes? La priorité numéro 1, écrite noir sur blanc, c'est l'ère de la migration de masse est terminée. La sécurité des frontières est définie comme l'élément principal de la sécurité nationale, avant tout le reste. Juste après vient la sécurité économique. C'est la réindustrialisation, la sécurisation des chaînes d'approvisionnement et surtout la domination énergétique. Le texte est très clair là-dessus. Il rejette explicitement ce qu'il appelle les idéologies du changement climatique et du net zéro, en les qualifiant de désastreuses pour l'économie américaine et bénéfiques pour ses adversaires. Donc, si on suit la logique, la politique énergétique n'est plus une question environnementale, c'est une arme dans la compétition mondiale. D'accord. Avec ces principes en tête, voyons comment ça s'applique région par région. J'imagine que l'hémisphère occidental est au cœur de tout. C'est la priorité absolue, oui. C'est la mise en application de la corollaire Trump à la doctrine Monroe. L'objectif est simple, restaurer la prééminence américaine et fermer la porte aux concurrents, notamment la Chine et la Russie. La stratégie est double. D'abord, enrôler les alliés régionaux pour qu'ils contrôlent la migration et le trafic de drogue. Ensuite, étendre le réseau de partenaires. Mais ce qui frappe, c'est la dureté des moyens. Le document parle d'utiliser la force létale contre les cartels, considérant que l'approche purement policière est un échec. On brouille la ligne entre action de police et opération militaire. La rhétorique est extrêmement forte. Si on traverse le Pacifique, comment cette logique s'applique à la compétition avec la Chine? Là, l'accent est mis sur l'économie. Le document reconnaît que la Chine a été très habile en renforçant son emprise sur les chaînes d'approvisionnement dans les pays en développement. Du coup, la réponse américaine, c'est de rééquilibrer la balance commerciale de manière agressive, de protéger la propriété intellectuelle et de former un bloc économique avec ses alliés.
Le calcul est simple, hein. Les États-Unis plus leurs alliés, ça représente plus de la moitié du PIB mondial. C'est un levier suffisant pour imposer de nouvelles règles. Mais le document prône la non-intervention tout en parlant de supériorité militaire face à la Chine. Comment ces deux principes peuvent-ils coexister? C'est pas une contradiction fondamentale? C'est le cœur de la doctrine de dissuasion ici. La supériorité militaire, notamment autour de Taïwan, n'est pas vue comme un outil d'intervention. C'est une police d'assurance pour éviter que la Chine ne soit tentée par une action militaire. Et cette supériorité est conditionnée au fait que les alliés de la première chaîne d'îles, le Japon, la Corée du Sud, les Philippines, augmentent massivement leur propre effort de défense. Encore une fois, le message c'est « on vous donne les moyens de vous défendre, mais le combat, s'il doit avoir lieu, se fera chez vous, par vous ». Si la stratégie est de forcer les alliés à payer pour leur propre défense, j'imagine que le ton employé pour l'Europe, qui a longtemps dépendu du parapluie américain, doit être particulièrement direct. C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai analysé des dizaines de documents de stratégie. Le langage est généralement très diplomatique. Ici, des termes comme « érosion civilisationnelle », c'est pas des pics, ce sont des coups de poing. Le diagnostic est brutal. Le vrai problème de l'Europe, ce n'est pas seulement économique ou militaire. Le texte cite les politiques migratoires, ce qu'il qualifie de censure, la chute des taux de natalité. C'est un message qui dit « Nous ne vous voyons plus comme des partenaires égaux, mais comme un projet de redressement ». C'est une formulation qui place les États-Unis en position de juge de la santé culturelle de l'Europe. Et quel serait leur rôle d'après le texte? Leur objectif serait d'aider l'Europe à rester européenne et à retrouver sa confiance civilisationnelle. C'est très vague, mais ça sous-entend un soutien aux forces politiques qui partagent cette vision du monde. Et dans ce contexte, l'appel à une cessation rapide des hostilités en Ukraine prend tout son sens. La logique, c'est que l'Europe ne peut pas se réformer si elle est embourbée dans un conflit majeur à ses portes. La stabilisation de l'Ukraine est vue comme une condition, en fait, pour forcer l'Europe à se regarder dans le miroir. C'est donc moins une question de paix en Ukraine pour les Ukrainiens que de paix en Ukraine pour réparer l'Europe selon une vision américaine. C'est glaçant. Et pour le Moyen-Orient et l'Afrique, qui semblent passer au second plan, pour le Moyen-Orient, le mot d'ordre est clair. Transférer les fardeaux, construire la paix, le document part du principe que la région est moins vitale puisque les États-Unis sont exportateurs nets d'énergie. Ils se vantent de succès comme l'opération Midnight Hammer, qui est présentée comme une opération préventive qui aurait dégradé le programme nucléaire iranien, et puis l'élargissement des accords d'Abraham. L'idée, c'est de protéger les intérêts fondamentaux, comme la sécurité d'Israël, mais sans plus aucun engagement dans le nation building. Et pour l'Afrique, on est dans la même logique de désengagement pragmatique. C'est une approche qui se veut plus économique. Fini la relation basée sur l'aide au développement. La stratégie préconise une relation axée sur le commerce, l'investissement, avec un focus très précis sur les ressources énergétiques et les minéraux critiques, qui sont essentiels pour la compétition technologique avec la Chine. Il s'agit de favoriser des partenariats avec des États jugés fiables et d'ouvrir leur marché. C'est la transition d'un paradigme de développement à un paradigme d'investissement, où l'intérêt américain est le seul critère. Si on résume, ce document présente une Amérique qui abandonne son rôle de gendarme mondial, non pas pour s'isoler, mais pour devenir une sorte de superpuissance transactionnelle, obsédée par la sécurité de son propre hémisphère, la compétition économique et une diplomatie basée sur des rapports de force. Une Amérique qui dit à ses alliés « Vous êtes désormais des clients » et la sécurité a un prix très très élevé. C'est une rupture totale avec l'internationalisme libéral qui a prévalu depuis la fin de la guerre froide. Il ne s'agit plus de promouvoir un ordre mondial basé sur des règles communes et des valeurs partagées. Non, il s'agit de sécuriser des intérêts nationaux très concrets, dans un monde qui est vu comme une arène où la puissance et l'intérêt national sont les seules choses qui comptent vraiment, quoi. Ce qui nous laisse avec cette pensée finale à méditer. Le document affirme que le monde fonctionne mieux lorsque les nations donnent la priorité à leurs intérêts. Et il encourage ouvertement les autres pays à faire de même. Si chaque grande puissance adoptait explicitement et sans complexe une telle stratégie, le monde deviendrait-il plus stable grâce à un nouvel équilibre des pouvoirs brutal mais honnête, ou au contraire deviendrait-il infiniment plus dangereux et imprévisible en l'absence de toute norme partagée? C'est la question fondamentale que pose cette vision du monde.